Ravi de vous retrouver sur CCTV Français pour cette nouvelle édition du journal. Comme d'habitude, on commence avec les principaux titres. La police somalienne a déclaré qu'au moins 40 personnes avaient été tuées dans des attentats contre 2 restaurants populaires dans la ville de Baidoa. La Macédoine a brièvement ouvert sa frontière dimanche soir pour environ 400 migrants qui ont passé des jours à attendre avant de pouvoir la franchir depuis la Grèce. Les Suisses ont rejeté la proposition d'expulser automatiquement les criminels étrangers, même pour ceux qui confessent avoir commis des infractions mineures. La Chine a annoncé le projet d'envoyer un deuxième laboratoire spatial orbital appelé Tiangong-2 cet automne. Ce projet sera ensuite suivi par le lancement d'une navette habitée. Les nouveaux emplois urbains en Chine pour l'année 2015 se sont stabilisés à 13 millions, soit d'une légère baisse de 0,8% par rapport à la même période de l'an dernier. La police somalienne a déclaré qu'au moins 40 personnes avaient été tuées dans des attaques contre 2 restaurants populaires dans la ville de Baidoa. L'un des restaurants a été ciblé par une voiture piégée et un kamikaze s'est fait exploser dans l'autre. Au moins 20 autres personnes sont blessées. Et pour l'instant, personne n'a revendiqué la responsabilité de ces attaques, mais le groupe Al-Shabaab a déjà réalisé de nombreux attentats similaires en Somalie. Le cessez-le-feu en Syrie est remis en question par les nombreuses parties au conflit et chacun accuse les autres de violer l'accord. C'est pourtant le 2e jour de trêve. Les groupes terroristes ont effectué des dizaines de tirs de mortier dans la zone rurale qui entoure la côte à Latakié, selon l'agence de presse officielle dimanche. Elle ajoute que des bombardements ont eu lieu près de la frontière turque où les combattants d'Al-Nosra sont actifs. Mais les groupes d'opposition syrienne de Latakié disent le contraire, que le front n'a aucune présence dans la zone. Le groupe dit en revanche que les forces gouvernementales ont lancé des roquettes. Dans une lettre adressée au secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon, l'opposition parle de violation continuelle du cessez-le-feu par le gouvernement et ses alliés afin de saccager les efforts internationaux et mener à l'effondrement le processus de paix soutenu par l'ONU. La Russie déclare dimanche que le cessez-le-feu a été violé 9 fois ces 24 dernières heures, parlant plus particulièrement d'une attaque sur la ville de Tal Abyad, à la frontière turque. La version turque de l'histoire est que l'organisation État islamique a attaqué et capturé la plupart de la ville de Tal Abyad à la frontière avec la Turquie dimanche, provoquant des représailles de la part de l'aviation américaine. Un allié de l'opposition syrienne, l'Arabie saoudite, pointe du doigt, quant à elle, la Russie et le gouvernement syrien. Il y a eu des violations de la trêve par l'aviation russe et le régime. Et nous discutons actuellement de ce sujet avec les pays du groupe de soutien international à la Syrie. Et je pense que cet engagement envers le cessez-le-feu sera un important indicateur du sérieux du régime syrien. Il ajoute qu'il s'agirait d'appliquer alors un plan B au cas où le président syrien Bachar al-Assad et ses alliés n'étaient pas sincères à propos de la trêve. Il s'est toutefois refusé à donner plus de détails. La Macédoine a brièvement ouvert sa frontière dimanche hier soir pour environ 400 migrants qui ont passé des jours à attendre de pouvoir la franchir depuis la Grèce. La police de Serbie et de Slovénie a scanné les documents des migrants, principalement des femmes et des enfants, avant de les autoriser sur le territoire macédonien. Les pays le long de la route des Balkans, incluant la Macédoine, ont imposé des restrictions de transit strictes afin de réduire le nombre des nouveaux venus. Les restrictions dans les Balkans sont intervenues après la décision de l'Autriche de mettre en place une limite quotidienne qui a commencé le 19 février. Plus de 6500 réfugiés sont encore dans la ville grecque d'Itoménie. Ils attendent de passer les frontières.
Et les Suisses ont rejeté la proposition de la droite qui vise à expulser automatiquement les criminels étrangers, même ceux qui commettent des infractions mineures. Les résultats ont été publiés plusieurs heures après la clôture des bureaux de vote dimanche midi. C'est un revirement total car l'année dernière, un sondage d'opinion prévoyait que les Suisses accepteraient cette proposition de loi. Si les électeurs avaient dit oui au référendum, la loi aurait été modifiée pour que soit inclus dans la condamnation le renvoi automatique de tout étranger qui serait reconnu coupable d'avoir commis au moins 2 infractions au cours des 10 dernières années. Les experts juridiques ont avancé que cette proposition était inhumaine. Ils ont ajouté que la proposition de loi créera un système de justice à 2 vitesses qui traitera plus sévèrement près de 2 millions d'étrangers, soit un quart de la population. Et le virus Zika se répand rapidement dans le monde entier maintenant. De nouveaux indices suggèrent qu'il pourrait être encore plus puissant qu'on ne le pensait. On savait que le virus Zika est transmis par le moustique Aedes aegypti. Mais certains pays, dont l'Argentine, rapportent des cas de transmission par voie sexuelle. Pour ce qui est de la cause épidémiologique, elle a eu un contact avec un homme qui en effet a été en Colombie. C'est un cas avec ses particularités sur la manière dont la maladie a été transmise, à savoir par voie sexuelle. La France a aussi détecté son premier cas de possible transmission par voie sexuelle. Les responsables français de la santé ont dit que le partenaire de la patiente a voyagé au Brésil, le pays le plus durement touché par l'épidémie. On pense que le virus Zika est lié au récent pic de cas de microcéphalie au Brésil, condition par laquelle les bébés naissent avec une tête inhabituellement petite. Il reste cependant beaucoup à connaître sur le virus. Les scientifiques suspectent qu'il pourrait être en mesure de faire bien plus de dégâts qu'on ne le pensait jusqu'à présent, avec comme conséquence possible une augmentation des enfants mort-nés. Le Centre américain de prévention et de contrôle des maladies a étudié 9 femmes américaines enceintes qui s'étaient rendues dans les zones affectées. 2 d'entre elles ont eu des fausses couches, tandis qu'une 3e a donné naissance à un bébé atteint de microcéphalie sévère. Pour cette raison, l'agence américaine conseille aux femmes enceintes d'éviter de se rendre aux Jeux Olympiques de 2016 qui se tiennent cette année au Brésil. C'est le premier avertissement explicite de l'agence pour qu'une catégorie de voyageurs ne se rende pas aux Jeux. Dans d'autres parties de l'Amérique latine, le virus se répand rapidement. La Colombie a vu une augmentation de 5000 cas pour la seule semaine dernière, dont 1300 femmes enceintes. Les autorités sanitaires locales craignent que 500 de ces femmes ne portent un enfant atteint de microcéphalie. Voilà, merci de nous retrouver et la suite de ce journal avec aujourd'hui la Chine. Bonjour Elsa. Bonjour Quelle est Didier. la une de l'actualité sur la Chine? Eh bien, je vous propose de vous emmener d'abord dans les étoiles car il va s'agir de conquête de l'espace. La Chine projette d'envoyer un 2e laboratoire spatial orbital appelé Tiangong-2 cet automne. Ce projet sera suivi par le lancement d'une navette habitée appelée Shenzhou 11. 第4季度发射神舟11号载人飞船。 Shenzhou 11 sera lancé au 4e trimestre. Il s'améliorera avec Tiangong-2 avec 2 astronautes à bord. Ils mèneront des expériences sur la science et les applications spatiales et testeront des technologies clés permettant aux astronautes de rester à long terme dans l'espace. Les 2 astronautes ont été soigneusement sélectionnés selon les besoins de la mission. Ils resteront 1 mois. Il n'y a pas d'astronaute femme cette fois. Wu Ping a indiqué que la prochaine étape du projet était d'envoyer une navette de marchandises dans l'espace mi-2017 pour apporter des provisions au laboratoire spatial. Cette navette sera lancée avec la série des fusées Longue Marche. Wu Ping a ajouté qu'il était essentiel de construire et d'opérer une station spatiale. La Chine espère la commencer vers 2020. Société à présent. En 2015, les nouveaux emplois urbains en Chine se sont stabilisés à 13 millions, soit une légère baisse de 0,8% par rapport à la même période l'année précédente, selon le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale. Lors d'une conférence de presse ce matin, le ministre Yin Wenmin a déclaré que le taux de chômage urbain se situe un peu au-dessus des 4% et reste stable. Il a ajouté que cela s'était fait en même temps que la réforme économique structurelle de la Chine et que la valeur de l'industrie du service a dépassé les 50% pour la première fois l'année dernière.
Mais les défis de 2016 sont les suivants. Une surcapacité dans certaines industries, un ralentissement économique et davantage de diplômés posant problème à l'emploi de cette année. Yin parle également du système des retraites, disant que du progrès a été réalisé, mais que la Chine avait encore besoin de réformes. Le système chinois des retraites couvre à présent 850 millions de personnes, sans compter les étudiants et les très jeunes enfants. Près d'1 milliard de personnes devraient être couvertes par ce système, ce qui signifie que notre couverture est de 85%. Il s'agit de la plus grande pension au monde. Et le système des retraites pour les employés a été ajusté pendant 11 ans consécutifs, passant de 700 yuan en 2005 à près de 2200 yuan l'an dernier. Le plus grand défi pour le système des retraites de la Chine est sa population en vieillissement. Avant, près de 3,3 employés soutenaient un retraité. Aujourd'hui, c'est 2,9 personnes qui en soutiennent un. La Chine pousse à présent les réformes afin de résoudre ce problème. Économie. L'industrie sidérurgique chinoise en surproduction est en première ligne des changements qui devront intervenir dans le cadre de la réforme de l'offre. Ces réformes seront très importantes pour la Chine en 2016 et les experts affirment que le secteur sidérurgique connaît les pires difficultés. Les unes après les autres, les aciéries chinoises mettent la clé sous la porte. Mais les marchés avaient anticipé cela depuis des années. Les principales aciéries chinoises ont affiché une perte record de 53 milliards de yuan dans les 11 premiers mois de l'année dernière. L'acier a été de toutes les matières premières la plus durement touchée. Il a chuté depuis le début de l'année jusqu'à maintenant. L'industrie sidérurgique est entrée dans une phase très difficile. Les experts de l'industrie disent que la capacité de production du secteur sidérurgique a été de 1,2 milliard de tonnes en 2014, mais elle avait été de 600 millions de tonnes en 2008. La hausse de 75,8% a été la cause principale des pertes. La pression sur les gouvernements locaux est forte, spécialement sur les ouvriers de la sidérurgie qui ont perdu leur emploi. Cependant, c'est une bonne chose pour l'industrie dans son ensemble. Se débarrasser des surcapacités est inévitable. Des signes positifs apparaissent pourtant maintenant. Les statistiques officielles montrent que la capacité de la sidérurgie a déjà été réduite de 15%, ce qui signifie que plus de 180 aciéries ont cessé leurs opérations. D'ici 2017, la Chine deviendra le plus important marché du cinéma au monde devant les États-Unis. Toutefois, il ne s'agit que de la pointe de l'iceberg. Le revenu des Chinois a augmenté, ainsi que la demande pour toute forme de divertissement culturel, des films à la télévision, aux livres et à la musique. Ils connaissent tous une croissance importante et les capitaux affluent. Depuis plusieurs décennies, les superproductions hollywoodiennes captivent l'imagination et le porte-monnaie des Chinois. À l'heure actuelle, cette tendance s'inverse. Grâce aux films locaux, le box-office chinois a pulvérisé le record mondial des ventes dès la première semaine. Une comédie burlesque portant sur des sirènes, réalisée par le légendaire cinéaliste et le comédien hongkongais Stephen Chow, a engrangé plus de 2,8 milliards de yuan au box-office. C'est une histoire simple, elle parle de la bonté du cœur et de l'amour invincible. On a fait preuve d'énormément de créativité dans le processus de réalisation du film. Le film raconte nos expériences de la vie de tous les jours en incluant des éléments tels que l'air et l'eau. Auparavant en Chine, aller au cinéma était de luxe. Maintenant, c'est devenu le central de l'industrie du cinéma mondial. D'Hollywood à Bollywood, les investisseurs et réalisateurs sont prêts à s'immerger dans le marché chinois. La culture et l'industrie du divertissement en Chine sont en pleine évolution. La génération jeune et techno de la Chine se tourne de plus en plus vers l'Internet pour se divertir. De l'émission Débat la plus regardée en Chine, qui touche l'égalité des sexes, au très populaire talk show qui propose des sujets d'actualité. Peu importe la plateforme qui peut offrir le meilleur contenu, les consommateurs vont se ruer vers cette plateforme. Cela signifie que les capitaux et l'expérience en production audiovisuelle ne feront pas d'efforts. Selon les analystes, étant donné le vaste potentiel de la culture et du marché du divertissement chinois, que vous soyez des titans d'Hollywood, fournisseurs de contenu chinois,
ou des réalisateurs indépendants et inconnus en Europe, il y a littéralement de la place pour tout le monde. Et après le cinéma, le théâtre. La tournée en Chine de la Royal Shakespeare Company est organisée à un moment bien particulier puisque cette année marque le 400e anniversaire de la mort de William Shakespeare, mais également celle du légendaire auteur dramatique chinois Tang Xianzu. À cette occasion, le Centre national des arts du spectacle de Beijing propose une initiative culturelle croisée. Les Chinois se montrent désireux de participer à la commémoration de William Shakespeare. La tournée de la Royal Shakespeare Company comprend d'ailleurs 3 pièces de l'auteur britannique. La compagnie théâtrale présentait Henri IV, première partie, Henri IV, deuxième partie, et Henri V. Les représentations ont eu lieu au Centre national des arts du spectacle de la capitale chinoise, puis la troupe s'est dirigée vers Shanghai et Hong Kong. Pour les comédiens, le rideau tombé ne marque pas pour autant la fin de leur mission. Je pense que nous, à la Royal Shakespeare Company, sommes vraiment disposés à ne pas nous contenter de simplement venir faire une tournée en Chine, puis rentrer chez nous. Nous voulions voir s'il y avait un moyen de collaborer plus profondément. Une collaboration qui consiste aussi à organiser un atelier à Beijing au sein duquel comédiens chinois et britanniques peuvent jouer ensemble leurs textes dans leurs langues respectives. Jusqu'à maintenant, cela a été bien accueilli de la part de différentes personnes de la communauté théâtrale chinoise. Nous nous sentons donc bien intégrés. J'espère que cela sera le début de quelque chose de très enthousiasmant. De plus, la Royal Shakespeare Company a mis sur pied une initiative culturelle d'1 an baptisée Un dialogue entre l'Est et l'Ouest, Shakespeare et Tang Xianzu. La pièce la plus représentative du dramaturge chinois, parfois appelé le Shakespeare de l'Orient, s'appelle Le Pavillon au pivoine ou Mudanting. Cette œuvre qui met en scène une intrigue amoureuse n'est pas sans rappeler l'esprit de Roméo et Juliette de Shakespeare. Cette fois, nous avons des forums de théâtre dans lesquels participent des artistes britanniques et chinois, des ateliers, des cours donnés par des maîtres. Nous souhaitons que ces activités diverses aident les participants à mieux comprendre Shakespeare et Tang Xianzu. De plus, un nouveau travail théâtral réunissant les 2 dramaturges sera présenté en octobre. Il s'agit du fruit de la collaboration du Centre des arts du théâtre de Shanghai et de la troupe théâtrale britannique du Gecko. La sécurité routière est devenue un sujet de préoccupation en Chine à mesure que le nombre de voitures augmente à Shanghai. Un nouveau semestre scolaire a commencé et la police de Shanghai travaille auprès des enfants pour leur apprendre à bien se comporter sur la voie publique. Le matin est la période la plus dangereuse pour les enfants. Les élèves en route pour l'école doivent faire face à l'heure de pointe. Certains parents disent que des automobilistes ont de mauvaises habitudes et ne suivent pas les règles du code de la route. Les voitures vont plus vite et elles me touchent parfois quand je traverse la rue. Je pense que les automobilistes n'obéissent pas aux règles du trafic routier et ils n'attendent pas que les enfants aient fini de traverser pour démarrer. Je vois beaucoup de voitures prendre des virages soudains. Certains changent de voie sans prévenir. C'est dangereux et ça met les enfants en danger. Certains appellent les gens à changer d'attitude et à obéir aux règles. Je pense que les adultes doivent donner le bon exemple aux enfants. Après tout, les voitures sont conduites par des adultes. Je pense que les conducteurs devraient faire plus attention à la sécurité routière. Ils devraient réduire leur vitesse près des écoles. Il ne faut plus de panneaux routiers pour protéger les enfants. Aider les enfants à faire face aux conditions du trafic à Shanghai et leur apprendre la sécurité. La police de Shanghai travaille avec les responsables de l'éducation pour introduire des cours de sécurité routière. À l'école Hualing de l'arrondissement de Jing'an, les étudiants prennent part à une classe ouverte sur la sécurité des passants à base d'activités ludiques. Le cours est conçu par une ONG dévouée à la prévention des blessures chez les enfants. Les élèves ont même la possibilité de conduire des voitures miniaturisées sur un circuit qui imite la route. La commission éducative de Shanghai a dépensé 740 000 yuan pour cet équipement.
Je pense qu'il est intéressant d'avoir une expérience comme celle-là, une expérience qu'on ne peut pas acquérir dans des livres. Hualing est l'une des 4 écoles de la ville à proposer des cours de sécurité routière. Les responsables disent qu'ils prévoient d'introduire des cours dans d'autres écoles d'ici 5 ans. Nous essayons de faire jouer les enfants dans la nature. Nous appelons à des programmes plus interactifs. Nous espérons que ce sera plus facile pour permettre aux enfants de se rappeler des règles quand ils marchent ou font du vélo dans les rues. Nous espérons que ce cours va aider les enfants à en savoir plus sur la sécurité routière. La police de la route coopère aussi avec des assureurs pour fournir une meilleure protection aux élèves. À partir de la fin de l'an dernier, plus de 530 000 élèves d'écoles primaires ont reçu une casquette rouge avec bande réflexive pour être visibles sur les routes. Les assureurs coopèrent aussi à des programmes de compensation pour les enfants blessés dans des accidents de la route entre leur domicile et leur école. Du sport pour terminer. Alors que le bowling devient de plus en plus populaire en Chine, le concours de bowling de l'Association des joueurs de bowling professionnels, ou PBA, en est à sa 7e édition en Chine. Le 25 février dernier, le concours de bowling de la PBA a eu lieu pour la première fois à Wuhan. Ce rendez-vous était longtemps attendu par les fans. Le concours de bowling de la PBA représente le plus haut niveau de pratique du bowling au monde. Se tenant cette année à Wuhan, le concours de qualification de la PBA était organisé à l'université du Hubei. 48 joueurs venus de toute la Chine y ont participé. Parmi les joueurs, on retrouve des joueurs de l'équipe nationale. C'est une bonne occasion pour étudier leur technique. Je crois que c'est un rêve pour tous les joueurs de bowling, d'être sélectionnés pour participer à la PBA. Si on peut obtenir la qualification au concours, ça nous donnera plus de confiance. Tout le monde est très actif. Dès le premier jour de l'annonce, le nombre des inscrits a dépassé celui qu'on avait envisagé. Après 3 jours de compétition, Zhang Zhefeng et Liu Nian, tous les deux habitants à Wuhan, ont passé la qualification. Liu Nian, une joueuse professionnelle, est la capitaine de l'équipe nationale. Pendant ce concours, elle participe non seulement au jeu, mais aussi à l'organisation du concours. La préparation du concours influera sur ma force physique, mais je vais faire tout mon possible. La mentalité est assez importante. Aujourd'hui, je trouve que je n'ai pas démérité. La compétition dure 3 jours, à raison de 12 parties par jour. Seuls ceux dont la note moyenne dépasse 200 peuvent obtenir la qualification. Parmi toutes les compétitions auxquelles l'équipe nationale a participé, la note de cette fois-ci est la meilleure. C'est une réussite totale à Wuhan. À l'avenir, on va organiser plus de concours de la PBA en Chine. À l'issue de cette compétition, 23 joueurs ont obtenu la qualification de la PBA. Parmi ceux-ci se trouvent 10 femmes. 5 joueurs et 8 joueuses sont du Hubei. Le nombre de personnes qualifiées cette fois-ci a dépassé celui de tous les concours précédents. L'association de bowling du Hubei va organiser davantage de concours dans le futur. Et c'est avec ce magnifique strike que se termine cette partie Aujourd'hui la Chine. Je vais maintenant repasser la parole à mon collègue Diadune qui va clore ce journal. Diadune, c'est à vous. Merci Elsa. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de votre fidélité. Excellente suite de programmes sur CCTV français.